Il y a plusieurs années, je crée ma première entreprise. À l'époque, je travaille avec un de mes amis dans un grand groupe. Tout se passe bien. On s'ennuie un petit peu et on a une idée qui nous trotte dans la tête. On se dit, mais pourquoi ne pas la faire valider par une étude de marché? On se tourne vers nos cousins de la Lyon et on leur propose ce projet au niveau des dernières années pour qu'ils puissent travailler cette idée d'étude de marché. Les résultats sont très positifs, encourageants. Et donc, on décide de se lancer et on propose à l'étudiant en charge de l'étude de nous rejoindre. Nous partons donc à 3 pour faire cette nouvelle aventure. 1 an et demi de préparation. Un business plan glamour qui a permis d'attirer de nombreux investisseurs. On a aussi beaucoup travaillé le montage juridique. On a pu lever des fonds importants tout en gardant la majorité. Et puis on a beaucoup travaillé entre nous la gouvernance de l'entreprise. Tout va bien. À un moment donné, il faut se lancer. Et donc, on part d'une page blanche avec une toute nouvelle offre qui est vraiment extrêmement novatrice sur le marché, qui d'ailleurs demain deviendra un nouveau métier. On se répartit les rôles entre mes associés et moi, et je suis en charge du développement du business. Mes clients sont plutôt les dirigeants, les directeurs financiers, et de manière incontournable, les directeurs des ressources humaines. Rien ne se passe comme prévu. Entre la belle étude de marché qu'on a eue et le résultat, il y a un monde d'écart. Je n'ai pas signé un seul contrat en 6 mois. Et je ne vois pas la queue d'un contrat arriver. C'est la panique. Mettez-vous 2 secondes à ma place. Les nuits sont très courtes. Vous êtes dans vos petits souliers. Les nuits sont courtes et agitées. Le stress est vraiment très important. Pas le bon stress, le mauvais. C'est un peu la panique à bord et mes associés avec qui les relations se tendent un peu me convoquent pour une réunion de crise. Et je me souviens de cette première réunion où ils me disent « Mais François, mais qu'est-ce que tu fais? On en est où? On va déposer le bilan avant d'avoir fait le premier contrat. » C'est la panique totale. Tu vas nous mettre dans un embarras absolu. Ça va être la honte. Les actionnaires qui m'ont fait confiance, qu'est-ce qu'on va leur dire? Je leur dis, écoutez, j'ai 2 choses à vous dire. La première, c'est qu'en tant que responsable du développement commercial, je suis absolument incapable, tétanisé, par l'idée de décrocher mon téléphone pour appeler un dirigeant que je ne connais pas. Et lui raconter une histoire, lui proposer une offre qu'il ne connaît pas non plus. Et quand j'ai le malheur d'en avoir un au téléphone, il me dit, mais avec qui vous travaillez? Qui je pourrais contacter de votre part pour avoir des renseignements? Je n'ai personne. C'est très difficile. C'est contre nature pour moi de travailler ainsi. En revanche, je ne suis pas resté à rien faire pendant 6 mois. J'ai commencé à travailler le réseau, j'ai commencé à rencontrer des gens qui me mettent en relation avec d'autres. Je suis sûr que ça va arriver. Je suis comme un paysan qui sème sur une terre qu'il espère fertile pour d'une part ratisser large, c'est-à-dire prendre des parts de marché, et aussi, demain, être en capacité de travailler nos clients en profondeur, labourer profond. Mais vous me disent, écoute François, tu es bien gentil, mais pour l'instant, on ne voit rien arriver. Et c'est pas dans 6 mois qu'il va falloir trouver des contrats, il faut les signer maintenant. Au pied du mur, la première personne vers qui je me tourne, c'est mon papa. Alors d'aucuns diront, mais voyez, le réseau, le networking, c'est du copinage, c'est du piston. Et ils auront tort sur toute la ligne. C'est une école d'exigence qui demande de travailler sans filet et de faire un travail parfait, sans quoi la personne qui est à l'origine d'une mise en nation verra le problème arriver vers lui et pas vers moi. Il faut être impeccable quand on travaille de la part de quelqu'un et qu'on rencontre des décideurs. Mon père me dit cette phrase qui résonne encore en moi. Il me dit, écoute, voilà, je vais te mettre en relation avec un DRH.
Mon père est DRH dans la vie, j'ai oublié de le dire. Je vais te mettre en relation avec un DRH et je vais te demander de faire, tu feras ce que tu voudras. Peut-être que tu signeras pas, tu te débrouilles, mais je veux que ça soit parfait. Je ne veux jamais avoir l'ombre d'un doute, la moindre suspicion de sa part, sur le fond, sur la forme, la moindre déception. Il faut que le travail soit top. Tout se sait et je saurai tout. La pression était forte, mais je n'avais pas le choix, donc je me suis dit, allez, on y va. Je rencontre ce DRH, 15 jours après, je signe mon premier contrat. Yes. À partir de là, tout se passe bien, on fait une belle émission, on voit un rapport magnifique, notre client est super content. Mais on est encore très très loin du but, je n'ai qu'un seul client. Et là, je me dis, mais est-ce que je ne pourrais pas aller jusqu'au bout du raisonnement que je produis depuis le début sur la magie du réseau? Donc je vais voir ce client-là et je lui dis, écoutez, vous êtes le seul client qu'on a. Je vous demande de m'aider. Et je vous demande d'être au rendez-vous avec l'histoire. Il est un peu surpris. Il me dit, mais vous attendez quoi de moi? Alors je lui dis, écoutez, voilà, ce que j'aimerais, c'est que si vous étiez content de notre travail, vous pourriez faire d'une pierre deux coups. M'aider, mais aider aussi vos copains DRH qui pourraient demain rencontrer des gens comme nous pour avoir la même création de valeur qu'on a fait pour vous. Et je lui dis, moi, ce que je vous demande, c'est de m'ouvrir votre cadet d'adresse, de la lettre A à la lettre Z. Je n'ai pas fait vraiment comme ça. Afin que je puisse rencontrer de votre part, et dans les meilleures conditions possibles, les décideurs. Il me dit, écoutez, je suis d'accord. Je pense que mon discours l'avait un peu ému. Il a accepté. Et donc, je ne cherchais pas à rencontrer un ambassadeur qui allait être passif, qui me dirait, mais monsieur Lafay, pas de problème, je vais penser à 3-4 personnes avec qui je vais vous mettre en relation, ou je vais envoyer 2-3 mails ici, et puis peut-être que demain j'aurai un DRH qui aura un problème, qui pourra m'annoncer, et puis je ferai la connexion avec vous. Ça ne marche jamais. Je cherchais un ambassadeur actif, quelqu'un qui se mobilise à mes côtés. Par rapport à ça, on a pris un rendez-vous qui a duré 2 bonnes heures. Je me suis transformé en Sherlock Holmes. J'étais en mode investigation. J'essayais de connecter ces réseaux avec mes objectifs, de travailler, de mailler, on va dire plus simplement, l'aspect de l'économie qui était la sienne et la mienne. À l'issue de ce rendez-vous qui a duré 2 heures, je suis reparti avec 50, en gros, une cinquantaine de dirigeants à contacter de sa part. Que du top niveau. Et là, ça a tout changé. Parce que quand j'ai contacté le premier, je venais de la part de quelqu'un qu'il connaissait, qu'il appréciait. Le climat de confiance et de confort s'est instauré tout de suite. Et j'ai signé mon 2e contrat. Puis un 3e. Et puis est arrivé un 4e contrat particulier, ça a été de première entreprise du CAC 40. Et là, on a signé une mission pour les 50 filiales du groupe. Et là, attention, je voyais mes associés de plus en plus fébriles. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez déjà été en situation de l'arroseur arrosé? C'est assez jouissif pour moi à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé voir mes associés et j'aurais dit, écoutez, mais je sens que la production ne suit pas. On va déposer le bilan peut-être à cause de vous. Il va peut-être falloir se bouger un tout petit peu. C'était vraiment très sympa, ce petit moment-là. Ensuite, on a mis ça en place de manière récurrente. On a peaufiné l'approche, on l'a améliorée. Et je ne savais pas d'ailleurs qu'à ce moment-là, quelques années après, j'en aurais fait une méthode que j'aurais le plaisir et le bonheur de transmettre au marché. Je ne pourrais pas continuer mon explication sans vous parler de mon premier recrutement. Il a 53 ans, il est en recherche d'emploi. Qui recruterait aujourd'hui ou hier une personne de 53 ans sur la touche,
en recherche d'emploi. Pour un poste de commercial, qui n'a jamais fait de commercial, qui a travaillé toute sa vie dans un grand groupe, un poste de directeur, qui a un salaire très élevé, et qui, en plus de ça, ne connaît strictement rien à mon métier. Personne. Je lisais dernièrement un article comme quoi aujourd'hui en France, à 45 ans, on est déjà senior et à 50 ans ou 55 ans, c'est terminé. C'est affolant. On est dans un pays complètement fou. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'intérêt, ça a été de décentrer la manière de réfléchir. Think out of the box. Changer de paradigme, regarder les choses autrement. Il y a un détail qui m'a beaucoup plu chez ce monsieur-là, que j'ai rencontré pour la première fois, c'est qu'il avait fait HEC. Attention, hein, ça ne veut rien dire du tout, ce n'est pas un passeport parce qu'on a fait HEC, mais je trouvais intéressant de me dire, mais qu'est-ce qu'il a comme réseau? Je cherchais finalement à regarder quelle était la qualité de son réseau. Et donc je lui ai posé plein de questions par rapport à ça. Et je me suis rendu compte qu'il était assis sur un trésor. Il n'en faisait rien parce qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il avait. Je me suis rendu compte qu'il était resté, en très bons termes avec ses copains de promo, qui connaissaient très bien ses copains au-dessus, en dessous, N-1, N+1. Vous qui êtes étudiant, ça doit vous parler. À ce moment-là, je me suis dit, mais tous les gens qu'il connaît, ce sont que des dirigeants aujourd'hui. Donc la masse était extraordinaire. On a décidé de le recruter. Je peux vous dire qu'on a mis quelques années, 2-3 ans avant de retrouver la rémunération qu'il avait. Quand on est une start-up, c'est un événement qui est important parce que le moindre recrutement qui ne marche pas vous coûte très cher, vous le payez cash. Mais ça a été quelque chose d'extraordinaire. Sa femme nous disait à un moment donné qu'elle ne le reconnaissait plus, qu'elle avait en face de lui plutôt un gamin que quelqu'un de 53 ans. En fait, mon travail à moi, ça a été de lui faire prendre conscience de la qualité de son réseau et de le faire accoucher de ce qu'il avait entre les mains et qu'il ne voyait pas. Et donc, il a lâché prise et on a travaillé ensemble. Il a apporté beaucoup à l'entreprise et on a vraiment grandi grâce à lui. La magie du réseau, ça vous concerne tous ici dans cette salle. Je vous parle du développement d'affaires par la puissance du réseau, mais je pourrais aussi vous dire la même chose concernant la gestion des communautés. Je pourrais vous dire la même chose aussi concernant le recrutement et aussi la gestion de carrière. Vous pouvez être un jour en situation de recherche d'emploi, plutôt de manière, active ou passive. Je m'explique. Si demain vous êtes dans une entreprise, tout se passe bien, vous avez fait le tour du sujet, et en fait vous vous ennuyez un petit peu, vous voulez partir ailleurs. Le réseau sera un ami fidèle pour vous. Mais si en plus de ça, vous êtes en position plutôt défensive qu'offensive, je vais chercher mes termes, désolé, c'est de se dire, demain j'ai 48 ans, j'ai des 3 enfants qui me coûtent de plus en plus cher, j'ai un très bon salaire, je suis licencié. Seul le réseau pourra vous aider. C'est très compliqué de trouver du travail à plus de 50 ans. Et c'est le réseau sur lequel arrivera les choses. Je voudrais terminer rapidement par 5 points importants que vous pourriez aujourd'hui prendre en considération pour travailler votre réseau. Beaucoup plus. Et mettre en place les ingrédients qu'il faut afin que ce soit un succès. La première chose, c'est de prendre conscience du réseau que l'on a. On ne prend jamais le temps de le faire. Mettez-vous devant une feuille blanche et regardez votre réseau. Essayez de l'animer, de le faire vivre. Surprenez-le. Aimez-le. Et faites-en quelque chose. 2, ce qui est intéressant de voir, ce sont les limites.
beaucoup des personnes que j'accompagne aujourd'hui ont énormément de biais cognitifs, aussi de croyances limitantes par rapport au réseau. On n'ose pas. Seuls ceux qui osent réussissent. C'est pas de moi, c'est de Georges Clemenceau. Il faut oser y aller. Oser s'exprimer et demander. Demander pour beaucoup, c'est quémander. Pour moi, demander, c'est valoriser la personne qui est en face, ce qui n'a rien à voir. Donc on a toujours des filtres dans la tête, il faut arriver à les enlever. Donner en premier pour recevoir ensuite. C'est l'une des bases du networking, d'un networking réussi. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de l'aspect du développement d'affaires, pour bien vous compreniez une chose, c'est qu'on a, dans cette approche-là, un taux d'effort qui est très réduit pour des résultats élevés. On a beaucoup de plaisir et de sens, de confort et de reconnaissance derrière, avec des conséquences tout à fait incroyables en matière de management et de leadership. Parce que le plaisir est au rendez-vous, les résultats arrivent. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est important, c'est que 7 ans après la création, on avait plus de 2000 clients. Que des entreprises du CAC 40 et SBF 120. Que des grands comptes, qui ont été acquis à 99% par cette action de bouche-oreille très structurée, très structurante. On a eu de très bons résultats financiers et on s'est introduit en bourse. Vous comprendrez bien que ce n'est pas la bourse qui m'intéresse, on s'en fiche. Ce n'est pas non plus les résultats financiers. Ce qui est intéressant, c'est le chemin entrepris. Ce n'est pas le résultat, c'est le comment et le pourquoi. Bien sûr, on a beaucoup travaillé. On a eu des moments extraordinaires avec les salariés qui se sont comportés en vrais entrepreneurs dans l'entreprise. On a mis en place une gouvernance solide. On a eu une offre qui était extraordinaire. Mais ce qui a vraiment marché, ça a été la puissance extraordinaire du réseau sans limite. Intégrer une méthode, le fond, la forme. Intégrer une méthode, ça veut dire aussi s'impliquer par rapport à ça. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? C'est vraiment un élément très important. Sans méthode, on n'y arrive pas. Il y a le fond et la forme, il y a aussi l'aspect postural et comportemental, avec l'aspect aussi derrière du process. Qu'est-ce que je fais, à quel moment, pourquoi? Développer le lien de réciprocité. Le don contre don. Ce que je fais aujourd'hui pour toi, tu le feras demain pour moi. Ça donne beaucoup de sens. Moi, j'ai un client un jour qui me reçoit très rapidement et qui me dit « Écoutez, j'aurais pas dû vous recevoir, j'ai un énorme problème, j'ai un décès dans mon entreprise, une accident du travail, convoqué au tribunal, je ne sais pas quoi faire, c'est la première fois que ça m'arrive. » Je lui dis « Écoutez, moi, je ne peux rien faire pour vous. La seule chose que je peux faire, c'est de vous mettre en relation avec le meilleur avocat que je connaisse là-dessus. Le ténor du barreau sur votre problème à vous. » Et ce qu'il a fait, c'est ce qu'on a fait. Et je n'ai pas eu de nouvelles de ce monsieur pendant 6 mois. Et un jour, il me rappelle, il me dit, écoutez, il faut que je vous dise, j'ai été relaxé grâce à la mise en relation que vous m'avez faite. On va prendre un déjeuner ensemble et quelques idées à vous soumettre. C'est vraiment merveilleux d'avoir pu agir simplement et d'avoir aussi ce type de résultat. Le lien de réciprocité, c'est un élément fondateur, fondamental d'un travail réseau réussi. Soyez enfin créateurs d'opportunités. Posez-vous la question, est-ce que ce que je fais me rapproche de ça, ou est-ce que je m'en éloigne? Mettez la sérendipité, le hasard, au cœur de votre activité. C'est un peu conceptuel, mais ça ouvre des champs incroyables. Et je terminerai simplement sur cette citation de Paul Éluard que j'aime beaucoup. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Je vous laisse méditer par rapport à cette phrase-là, qui vous ouvre les portes pour développer avec passion votre propre réseau.